l'État islamique aux portes de Londres en train d'essayer de mener une campagne d'attentat. On n'est pas du tout là-dedans. Donc effectivement, les médias ont un rôle à jouer en termes de ne pas rajouter de l'huile sur le feu à ce qui est déjà une situation assez sensible et complexe. Absolument. Merci. Bonjour. C'était simplement pour poser une question à propos de la radicalité, parce que, voyez-vous, moi je me définis comme un radical sans perspective de violence. Je suis un anarchiste. Pour moi, l'État, et puis vous avez parlé des vagues de terrorisme, ce qui est intéressant parce que le terrorisme, à la base, le terme a été créé pour représenter la façon dont un État gérait la population en appliquant la terreur sur cette dernière. On peut penser notamment à la création des institutions policières telles qu'on les connaît aujourd'hui au 19e siècle pour réprimer les mouvements de grève ouvrière. Donc, est-ce qu'il y a des études en ce moment qui sont liées, qui étudient l'impact que le néolibéralisme a, toute la militarisation de la police par rapport à cette montée des radicalités, parce que le pouvoir, lui aussi, se radicalise. Est-ce qu'il y a de l'attention qui est portée à cette radicalisation du pouvoir? Il y a plusieurs questions dans votre question, en fait. On va essayer de les détacher en plusieurs sous-sections. Je ne vais pas faire un plan en 3 parties, je vais essayer d'être plus pédagogique que ça, mais le terrorisme, à la base, effectivement, vous avez raison, c'est pas un terme nouveau. C'est un terme qui a été créé pendant la Révolution française. Exactement, la racine, la première apparition qu'on a du terme de terrorisme, c'est un commentateur qui s'appelle Brébeuf qui crée le terme de terrorisme en fait pour désigner un mode de gouvernement. Puis vous avez raison là-dessus, au début c'est pas des groupes, c'est pas des petits groupes qui vont commettre des actions violentes contre l'État, c'est l'État lui-même qui est terroriste. Mais on parle à l'époque des révolutionnaires français. Les révolutionnaires français vont prendre le pouvoir, vont chasser la royauté, vont chasser aussi le clergé à l'époque, et vont mettre en place un nouveau modèle de société. Le problème, c'est qu'ils sont confrontés à ce même moment-là, au même moment de leur révolution, à une contre-révolution. Et donc, pour maintenir la révolution, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir un appareil qui est bien utile, ça s'appelle la guillotine, et la période où ils vont faire fonctionner la guillotine, c'est ce qu'on va appeler la terreur. La période de terreur, si je vous renvoie à vos cours d'histoire, si vous le voyez dans ces cours d'histoire. Il n'y a pas de... Bon. La terreur, c'est cette période où, pendant la Révolution française, finalement, les révolutionnaires vont utiliser la guillotine à grands coups pour, justement, intimider la population d'une certaine manière. C'est une volonté d'utiliser la violence pour intimider la population, pour qu'elle ne bascule pas du côté des contre-révolutionnaires, mais qu'au contraire, qu'elle adhère à la révolution. Donc les premiers utilisateurs de la terreur et du terrorisme, c'est les révolutionnaires français. Ensuite, il y a une évolution. On va dire que les gens qui utilisent le terrorisme, c'est par exemple les groupes anarchistes justement du 19e siècle contre les États européens, contre le tsar en Russie, contre les différents régimes qu'on en a. Ce que le terme de terrorisme désigne, et il n'y a pas de définition unique au terrorisme, parce que justement, même du côté des chercheurs, il y a une forme de contestation sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment le terrorisme en fait. Mais la plupart du temps, on considère que le terrorisme, il y a 3 composantes pour pouvoir qualifier de quelque chose de terroriste. La première chose, c'est que ce n'est pas un statut. On parle souvent de groupes terroristes ou de mouvements terroristes, etc. C'est une mauvaise utilisation du terme de terrorisme. On devrait utiliser le terrorisme comme moyen d'action. C'est un moyen d'action. Ce n'est pas une qualité, ce n'est pas une essence, ce n'est pas un statut, le terrorisme. C'est un moyen d'action qui est choisi par des groupes. Et ça peut être choisi par tout un tas de groupes qui a tout un tas d'idéologies en tant que telles et tout un tas d'idées. C'est pour ça que ça peut être des groupes d'extrême gauche, d'extrême droite, nationalistes, environnementalistes, progressistes, conservateurs, peu importe. Le terrorisme, ça n'a pas de positionnement politique. Le terrorisme, c'est l'utilisation des moyens violents, l'utilisation de la violence, encore une fois, avec différentes échelles. Ça peut être la violence contre les êtres humains, la violence contre les propriétés, la violence contre un groupe de personnes, à des fins politiques. Et encore une fois, la politique, ça a tout un tas de visages et tout un tas d'orientations, en vue d'intimider ou d'orienter le cours des choses de manière extérieure à ce qui sont les moyens traditionnels de faire vivre la politique. Autrement dit, les moyens traditionnels, les élections, la protestation, la manifestation, tout ce qui peut être toléré finalement dans notre société. Ça, c'est du terrorisme. Quand on utilise des moyens violents pour influencer la société ou le gouvernement en vue de faire changer finalement d'une certaine manière le spectre politique, on est dans une forme de terrorisme. Le terme de terrorisme, moi, je ne lui associe pas nécessairement à une dimension négative. Je sais que c'est perçu comme péjoratif. Moi, je suis un chercheur, donc pour moi, les termes sont toujours neutres.
L'extrême droite, pour moi, c'est pas bon ou mauvais, c'est neutre. Ça décrit un certain nombre de groupes ou d'acteurs en fonction de leurs idées. À parler de terrorisme, là, on fait le lien. Ça, je vous dis, le terrorisme, c'est un peu les dimensions, mais on parle aussi de terrorisme d'État. Et là, si vous reprenez les trois éléments que je vous donnais dans la question du terrorisme, à savoir la violence, le fait d'utiliser la violence à des fins politiques en vue de changer ou d'orienter d'une certaine manière le spectre ou les orientations politiques d'une société, il y a eu du terrorisme d'État dans l'histoire qui finalement reprend plus ou moins ce que faisaient les révolutionnaires français à l'époque. Autrement dit, intimider des populations pour qu'elles choisissent d'adhérer à une option politique plutôt qu'à une autre. Si vous prenez par exemple beaucoup de gouvernements qui ont eu de gouvernements en Amérique latine, notamment des dictatures d'Amérique latine, il y a eu du terrorisme d'État dans ces sociétés, dans la mesure où on allait par exemple emprisonner tous les opposants politiques, parfois même les mettre dans des avions puis les jeter au-dessus de l'océan. Ça a été une forme de terreur politique qui a été très présente en Amérique latine. Là, on est dans une forme de terreur politique. La fin de votre question, c'est sur le néolibéralisme et savoir à quel point le néolibéralisme est une forme de terreur. Je pense que là, on fait un saut qui est... En fait. Je voulais dire de radicalisation du pouvoir. De radicalisation du pouvoir. Alors là, c'est différent, effectivement. Là, on rentrerait quasiment dans un débat qui nous prendrait les 4 ou 5 prochaines heures et qui serait très intéressant. Mais la radicalisation, encore une fois, et on l'a bien dit au début, ça représente... C'est seulement un terme descriptif en tant que tel. C'est-à-dire, être radical, c'est revenir aux racines, c'est-à-dire être plus présent, pousser dans les extrêmes. Est-ce qu'il y a une extrémisation du néolibéralisme à l'heure actuelle? Un certain nombre de chercheurs le disent effectivement, dans la manière dont ce système finalement d'organisation sociétale se développe. Absolument, on peut dire qu'il y a une forme de radicalisation du néolibéralisme. Qu'est-ce que ça génère? Mais c'est là la question, ça génère des formes de polarisation qui elles-mêmes peuvent générer de la violence en fait. Et ça, c'est un élément important, c'est que quand on parle de radicalisation, c'est toujours c'est comme la dialectique, c'est-à-dire que ça vient toujours en binôme. La radicalisation, c'est toujours une danse qu'on fait à deux. On se radicalise toujours contre quelque chose ou en opposition à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est sûr que ça peut être l'État, ça peut être un autre groupe au sein de la société, ça peut être d'autres idées politiques. C'est sûr qu'elles ne vous attendent pas de l'autre côté en se disant j'ai une opposition, puis c'est bien correct. Il y a une forme de radicalisation qui est entraînée de l'autre côté nécessairement. C'est pour ça qu'on est toujours dans une forme d'extrémisation. Et la situation que vous décriviez auparavant, d'une idée d'urgence d'agir, c'est d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire le risque, c'est d'entrer dans une logique où tout le monde a l'impression que le camp opposé est dans une urgence d'agir parce qu'il voit le camp opposé comme de plus en plus actif, de plus en plus présent, de plus en plus finalement conquérant. Et ça donne finalement d'une certaine manière l'idée qu'il faut absolument agir maintenant, qu'il faut absolument être plus actif parce que les autres sont plus actifs. Mais croyez-moi, si vous vous situez à l'extrême gauche, les gens d'extrême droite ont exactement cette même impression d'urgence d'agir. Et c'est là où on rentre dans un cycle un peu néfaste qui peut nous emmener très très loin. Donc c'est comment on trouve des moyens de faire passer nos idées, défendre nos points de vue, encore une fois en s'assurant qu'on est capable de les défendre dans le cadre commun qu'on s'est donné. On s'est tous donné un cadre commun pour vivre ensemble. L'idée, c'est de savoir comment on respecte ce cadre commun pour les faire bouger, même y compris pour faire bouger des idées qui sont relativement marginales vis-à-vis de l'ensemble de la société. Moi, je dirais peut-être encore 5 ou 10 minutes avant de terminer. Je pense qu'il y avait un doigt, j'ai vu un doigt, je reviendrai à vous, peut-être qu'il y avait un doigt. J'ai une dernière question. Voilà, la question s'adresse au centre. Donc, je souhaiterais savoir comment vous travaillez et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail. Est-ce que c'est vous qui allez à la rencontre de ceux qui ont besoin de bien Alors, dans le centre de prévention, il y a trois équipes. Il y a une équipe de recherche que moi je dirige qui est vraiment qui a vocation à faire de la recherche sur ces phénomènes-là en fait. Mieux comprendre la radicalisation, c'est quoi? Je dis toujours, on comprend, on ne peut pas faire grand-chose en termes de prévention ni même en termes d'intervention si on ne comprend pas ce qu'on fait, en fait. Si on ne comprend pas ce à quoi on a affaire. Donc le travail, c'est le travail de recherche qu'on fait en partie. Le deuxième travail, c'est le travail de formation, puis le travail de sensibilisation. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour donner des idées aux gens ou dire qu'il y a des bonnes idées et des mauvaises idées, on est juste là pour vous dire la radicalisation, quand elle devient violente,
c'est important, la radicalisation n'est pas néfaste en soi, la radicalisation, comme le disait Maxime, c'est positif d'une certaine manière, ça fait bouger les lignes, ça fait bouger les sociétés. C'est quand la radicalisation devient un extrémisme et qu'elle devient violente que là on a un souci. Nous on est là pour faire justement tout ce travail de sensibilisation, d'explication, de vulgarisation, de pédagogie, appelez-le comme vous voulez. La troisième dimension, c'est la dimension intervention. On a une ligne d'appel d'ailleurs qui est disponible, un site internet où les gens, par exemple, que ce soit les professeurs, les intervenants, même les personnes, les proches, ça peut être des familles, ça peut être des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs aussi, il ne faut pas penser que la radicalisation est une question uniquement de jeunesse, peuvent nous appeler justement, encore une fois, pas pour dénoncer. On n'est pas un service de police, on n'a pas les pouvoirs d'un service de police, on n'est pas en lien avec la police, on n'est pas en lien avec les services de renseignement. Mais pour nous dire, moi, par exemple, en tant que parent ou en tant qu'ami, je m'inquiète pour cette personne-là. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui me tient à cœur. C'est une personne que j'apprécie. Mais depuis quelque temps, je trouve qu'elle vit beaucoup moins bien. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus extrême dans ses idées. Qu'elle a moins de capacité à faire la nuance. Moins de capacité à prendre du recul. Comme on dit, être pogné dans ses idées. C'est ça la radicalisation. Au bout d'un moment, c'est que, comme disait Maxime, on n'a plus la capacité à s'en extraire et à prendre un peu de recul sur ce qu'on voit, à remettre en perspective. On est convaincu d'être dans le juste et dans la justesse absolue. On reçoit des appels de ces personnes-là et nous, on est capable de leur dire, regardez, voici la manière finalement d'aborder la question avec cette personne-là. Pas pour changer ses idées, encore une fois. Tout le monde a le droit à ses idées, puis c'est important que chacun puisse les garder. On n'est pas là pour dire, changez votre idée. Les gens d'extrême droite ont le droit de penser des choses d'extrême droite en tant que telles. Dans la société démocratique qu'on s'est donnée, la seule balise, c'est la balise légale. Tant que c'est pas haineux, tant que c'est pas discriminatoire, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent en tant que tel. Donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est vraiment accompagner ces gens-là pour justement qu'ils renouent le dialogue d'une certaine manière et qu'ils soient en mesure, s'ils sont dans des situations de vulnérabilité, s'ils ne sont pas bien dans leur vie, et comme le disait Maxime, il y a un certain nombre de personnes qui se radicalisent, qui peuvent passer par des phases de dépression, par des phases de quête existentielle, voir si on ne peut pas leur donner des ressources, un lien, une personne significative, quelqu'un avec qui ils peuvent entrer en contact, pour changer la situation, encore une fois. L'objectif, nous, c'est encore une fois, c'est une philosophie humaniste, c'est de partir à partir des besoins des gens, pour éviter que ces gens-là se retrouvent un jour dans le trouble et se retrouvent soit à avoir commis des choses qu'ils regrettent, parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont allés très loin et qui sont passés à la violence et qui, 10 ans, 20 ans plus tard, regrettent ce qu'ils ont fait. Il faut vivre avec ça sur la conscience. Ou tout simplement qui commettent quelque chose pour lequel ils vont avoir des problèmes judiciaires ou des problèmes policiers en tant que tel. Donc nous, c'est vraiment cette idée, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils ne se rendent pas justement au bord du précipice et qui tombent dans le précipice. C'est vraiment ça qu'on fait en tant que tel. Je vous remercie. Tout ça pour vous dire qu'on arrive quand même à la fin parce qu'il faut laisser le temps à certaines personnes de pouvoir se nourrir avant de retourner en classe. Tout ça pour vous dire que si vous souhaitez continuer la discussion, justement, nos conférenciers vont être disponibles pour répondre à des questions peut-être plus individuelles, plus personnelles. Sinon, regardez, je vous encourage de leur donner une bonne main d'applaudissement à tout le monde.